Bonjour et bienvenue dans l'émission Joy au pays des droits de l'homme. La mise en application de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 est encadrée par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg depuis 1959. À Strasbourg se trouve également un des barreaux très actifs dans le domaine des droits de l'homme. Mon invitée aujourd'hui est une avocate strasbourgeoise, docteur en droit. Elle conseille notamment sur les questions de non-discrimination. Maître Manuela Bria, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisée dans les droits de l'homme. À quel moment de votre parcours avez-vous développé un intérêt pour la matière en particulier? Assez vite, je crois. D'abord pour des raisons familiales, parce que mes parents travaillent dans les droits de l'homme, donc c'est quelque chose auquel j'ai toujours été sensibilisée. Et puis très très vite dans mon parcours, j'ai commencé mes études à Strasbourg et j'ai été très vite intéressée par la protection des droits fondamentaux. Dans une ville comme Strasbourg, c'était peut-être inévitable. Et puis je me suis inscrite en Master 2 droits de l'homme, où j'ai vraiment pu approfondir la question avant de faire un doctorat en droits de l'homme également. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur le principe de non-discrimination. De quoi s'agit-il ? Le principe de non-discrimination, la façon en tout cas par laquelle je l'ai étudié, est un concept qui peut être en réalité multiforme. On utilise le mot non-discrimination, les juridictions européennes l'utilisent, mais elles cachent derrière ce terme des réalités différentes, du point de vue technique et contentieux, mais aussi du point de vue du fond. Qu'est-ce qu'une discrimination au niveau européen ? C'est la question que je me suis posée pour cette thèse, et c'était vraiment passionnant de voir toutes les formes de discrimination qui existent et comment les appréhender du point de vue juridique pour évidemment les sanctionner. C'était un parcours extrêmement enrichissant. Parmi vos nombreuses publications, vous avez écrit sur le recours effectif à un droit équitable. L'arrêt Dolenc contre Slovénie a conclu à la violation de ce droit. Pouvez-vous parler de cette affaire ? Tout à fait, c'est une affaire assez récente qui mettait en cause une procédure qui avait lieu en Israël, qui a été lancée par un citoyen israélien qui avait subi une opération en Slovénie et qui se plaignait de négligence médicale. Et donc les juridictions israéliennes ont condamné le médecin à payer un certain montant de dommages et intérêts pour cette négligence. Et ensuite, il s'est agi d'exécuter cet arrêt en Slovénie, puisque le médecin était, lui, slovène et résidait en Slovénie. Et donc, la question qui s'est posée, c'était de savoir si les juridictions slovènes pouvaient exécuter un arrêt étranger, en l'occurrence israélien. Et donc, la Cour a été saisie de cette question, puisque le médecin slovène, c'est lui qui a agi, disait qu'il n'avait pas pu faire valoir sa cause devant les juridictions israéliennes. Il disait qu'il n'avait pas pu se rendre sur place, qu'il n'avait pas pu participer à son procès sur place, que ses collègues médecins qui avaient assisté aussi à l'opération n'avaient pas pu être entendus par les juges israéliens, et donc il remettait en cause la procédure sur le fondement du droit au procès équitable. Et donc la Cour a conclu, dans ce cas très spécifique, à la violation de la Convention. Mais sur un élément que je trouvais intéressant, c'était de dire que dans l'arrêt, les juridictions israéliennes avaient indiqué qu'elles auraient aimé pouvoir entendre notamment le personnel médical slovène pour pouvoir, compléter l'analyse. Et donc la Cour expliquait que les juridictions slovènes auraient dû davantage étudier elles-mêmes la question avant de se prononcer. Dans ce cas précis, il s'agit d'un effet dans un pays qui n'est pas pays membre de l'Europe. Avez-vous d'autres exemples similaires ? Il y a d'autres exemples, parce que c'est vrai que donc la Convention s'applique directement à un certain nombre de pays qui l'ont signée et ratifiée, qui sont les pays du continent européen principalement. Mais il y a des situations dans lesquelles elle va avoir un effet indirect aussi vers d'autres États qui sont, eux, pas forcément partis à la Convention. La jurisprudence que l'on cite tout le temps, elle concerne la peine de mort et des personnes qui devaient être envoyées, alors extradées, d'Europe vers notamment les États-Unis. Le premier arrêt concernait les États-Unis, où ils risquaient d'être soumis à la peine de mort qui, elle, n'existe plus sur le territoire européen.
Et donc dans ces circonstances, la Cour a pu considérer pour les États-Unis que l'attente dans le couloir de la mort constituait un traitement inhumain et dégradant et que donc l'État européen ne pouvait pas extrader la personne vers les États-Unis sans garantie. Oui, et vous m'avez dit que récemment, il y avait aussi un cas concernant la Chine. Oui, alors là, c'était plus les expulsions d'étrangers, où là aussi, la Cour a considéré qu'on ne pouvait pas renvoyer la personne vers la Chine. Mais ce sont toujours des analyses très circonstanciées qui dépendent des circonstances spécifiques de l'affaire et des démarches que le pays européen a fait pour obtenir des garanties auprès de l'État hors Convention européenne des droits de l'homme, pour s'assurer que si la personne était effectivement extradée ou renvoyée, elle bénéficierait de garanties et des droits prévus par la Convention. Alors, lié au principe de non-discrimination, il y a bien sûr l'article 9 sur la liberté religieuse. Est-ce qu'il y a un droit à la liberté religieuse pour les enfants ? Oui, il y a plusieurs facettes de ce droit. Il y a évidemment un droit à la liberté religieuse pour les enfants. Les enfants sont concernés par tous les articles de la Convention au même titre que les adultes. Donc ils sont également concernés par cet article 9. Et puis il y a un autre article très spécifique qui est l'article 2 du protocole additionnel qui garantit le droit des parents à éduquer leurs enfants selon des croyances religieuses qui leur semblent opportunes et auxquelles ils sont attachés. Donc les enfants sont appréhendés à la fois comme être dotés de droits propres et puis à travers aussi le droit des parents à éduquer les enfants dans la religion de leur choix. Et il y a des arrêts là aussi très intéressants. Il y en a notamment un qui concernait la France, qui date de la semaine dernière ou il y a 10 jours, qui concernait les enfants placés dans des familles d'accueil. Donc on avait eu déjà un arrêt dans les années 90, je crois, qui concernait la Suède, si ma mémoire est bonne, où des parents reprochaient à l'État d'avoir placé leur enfant dans une famille qui n'avait pas la même religion qu'eux. Et la Cour avait dit qu'il n'y avait pas de violation de la Convention parce que l'État avait vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour trouver une famille d'accueil avec la même religion. Là, il y a 10 jours, la Cour européenne constate là une violation. Donc c'est la France qui est responsable de ça, parce que l'enfant avait été placé dans une famille d'accueil et avait subi vraiment un prosélytisme très important de sa famille d'accueil, jusqu'à vraiment participer de manière très très intensive à certains rites d'une religion qui n'était pas la religion d'origine de la famille. Et donc la France là a été condamnée, considérant que les services sociaux n'avaient pas manifesté un intérêt suffisant concernant cette question de la religion de l'enfant, qui doit donc être prise en compte aussi par les services sociaux. Est-ce que ça veut dire que l'enfant doit être placé dans une famille qui a la même religion que lui ou pas forcément ? Pas nécessairement. La Cour ne le dit pas de manière aussi nette et aussi claire. Elle n'a pas la compétence de le faire. Par contre, elle dit que les services sociaux doivent être alertes et doivent s'intéresser aussi à cette question et faire en sorte que le prosélytisme n'existe pas dans ce cadre particulier d'enfants qui ont été placés, qui sont déjà vulnérables parce qu'ils sont sortis de leur famille d'origine, souvent dans des conditions très compliquées, on le voit dans notre pratique. Et donc l'aspect religieux est un aspect pour lequel ils peuvent avoir une certaine faiblesse et donc ils peuvent être, en raison de leur âge d'abord et puis de leur situation, ne pas avoir les ressources pour répondre à des actes de prosélytisme très importants. Vous avez mentionné l'article 2 du protocole additionnel. Est-ce que vous pensez que la laïcité à la française à l'école, par exemple, pourrait aller à l'encontre de cet article ? Il y a eu des questions. Alors la question de la laïcité, c'est un sujet absolument important et central dans la jurisprudence de la Cour, qui est confrontée, on ne le dit pas suffisamment à mon sens, on dit toujours qu'elle est confrontée à divers systèmes juridiques, elle est aussi confrontée à diverses religions dans tous les pays européens. Les pays sont quand même extrêmement variés du point de vue religieux et c'est heureux. Et donc la Cour est confrontée à des situations différentes. Et donc elle doit développer une jurisprudence et des règles qui concernent tout le monde et qui puissent s'appliquer à tous. Donc la question de la laïcité, elle a été posée, et évidemment la laïcité à la française, à la turque, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts qui concernaient la Turquie, à l'italienne aussi, avec des arrêts qui concernaient les crucifix. Tout ça, toutes ces questions ont été posées à la Cour, et elle a toujours fait une analyse concrète de la situation. Alors pour la laïcité, elle a développé des principes différents en fonction des sphères. Donc on ne raisonne pas de la même façon quand on est
à l'école, quand on est dans la sphère privée, quand on est dans la sphère publique, quand on est fonctionnaire, quand on est salarié privé. La Cour a vraiment développé des principes spécifiques à chaque sphère. Et elle laisse la place aux États de développer évidemment leur culture du point de vue des rapports entre la religion et l'État, mais elle s'attache à s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination et que la liberté religieuse de chacun puisse être respectée. J'ai entendu récemment le ministre de l'Éducation s'appuyer sur la loi de 2004 pour affirmer qu'il n'y avait pas de place à la religion à l'école. Donc, c'est pour ça que je posais cette question. Je ne sais pas si on peut enlever sa religion, entre guillemets, à la porte de l'école. Oui, c'est difficile. On parle toujours, en matière de droits fondamentaux, on distingue entre les droits absolus et les droits non absolus. Alors, c'est une distinction, on pourrait en parler des heures, mais qui est parfois, je trouve, que l'on peut remettre en cause parfois. Mais ce qui est certain, c'est que le droit à la croyance religieuse est un droit absolu. Personne ne peut venir dans notre tête nous dire ce à quoi on doit penser, ce à quoi on doit croire ou pas. Donc ça, c'est vraiment un droit absolu. La question, c'est la manifestation de cette croyance. Et c'est de cette question-là dont la Cour va s'emparer. C'est pas du tout la question de la croyance au sens intérieur, évidemment. Personne ne peut le faire. La question, c'est la manifestation de la religion qui, elle, peut être restreinte, mais pour des raisons légitimes. On ne peut pas restreindre de manière arbitraire la manifestation de la religion. Donc il y a des principes, des règles. Il faut notamment que cette restriction soit prévue par la loi, donc là en l'occurrence la loi de 2004, qu'elle soit dans le cadre d'un but légitime, et puis qu'elle soit surtout proportionnée à ce but. Et donc là, encore une fois, à chaque fois, l'analyse circonstanciée amènera à des conclusions pour la Cour. Elle a validé la laïcité à la française, mais elle a aussi validé d'autres formes de laïcité. Je pense notamment à l'Italie. Donc on a vraiment un espace pour entendre aussi ce que les États ont à dire sur la question de la laïcité, la ligne étant vraiment de ne pas tomber dans une discrimination ou dans de l'arbitraire qui est évidemment inacceptable. Ok, donc pour l'instant, l'interdiction du port de voile, par exemple, s'applique uniquement à l'école. Pensez-vous, s'il y avait une loi pour généraliser cette interdiction, ça pourrait être un problème pour... Ça pourrait, il faudrait voir comment elle serait rédigée, cette loi, en quels termes, mais la Cour analyserait évidemment différemment l'interdiction selon la sphère, encore une fois. Donc à l'école, c'est pas la même chose que au travail, par exemple. Dans le cadre privé, c'est encore pas la même chose pour des fonctionnaires qui évidemment représentent l'État et qui sont attachés à un devoir de neutralité. Les sphères sont pas les mêmes et l'objectif n'est pas le même dans ces différents éléments. Et donc l'État ne peut pas, par exemple, faire une généralité. Ça, ce serait pas acceptable du point de vue de la Convention, puisque la jurisprudence distingue encore une fois clairement ces différentes sphères. Ok. Est-ce que vous avez d'autres exemples où la pratique religieuse a été enfreint, où le droit à pratiquer sa religion a été enfreint en Europe? Il y a plusieurs éléments, parce que la Cour, encore une fois, s'attache à différents aspects de la religion. Mais il y a eu évidemment la grande question qui concernait l'Italie sur les crucifix dans les salles de classe, où là, les parents disaient, voilà, nous ne sommes pas une famille catholique, chrétienne, et notre enfant va à l'école et voit tous les jours un crucifix sous ses yeux, même à l'école publique. Hein. Et donc pour nous, c'est pas compatible avec notre droit d'élever et d'éduquer notre enfant dans la religion de notre choix. Et la Cour a un petit peu hésité. On a un arrêt de chambre qui d'abord valide le raisonnement des parents et va dans leur sens. Et puis ensuite, il y a eu un appel devant la grande chambre qui est revenu en arrière en disant que pour l'Italie, c'est pour ça que c'est toujours très circonstancié, le crucifix, en tout cas la religion catholique, avait une dimension culturelle et pas que cultuelle, et que c'était cette expression-là que l'on voyait dans les écoles publiques, qui par ailleurs était soumise à un principe de laïcité. Et la Cour a évidemment vérifié que les enfants puissent, choisir de ne pas suivre les cours de religion, enfin voilà, qu'il n'y ait pas que la présence du crucifix ne soit pas accompagnée d'éléments obligatoires imposant la religion. Et puis, il y a des situations dans lesquelles la Cour s'est aussi attachée à défendre le fait de ne pas croire,
parce que ça, c'est aussi un élément de la liberté de croyance et de religion. Donc le fait de ne pas être obligé de divulguer sa religion, le fait de ne pas être obligé, par exemple, sur des papiers d'identité. Il y avait des pays en Europe où il fallait indiquer l'appartenance à une religion, presque comme une tradition, sans forcément des conséquences importantes. Mais là, la Cour a expliqué que ce n'était pas compatible avec la liberté religieuse, ce qui implique de ne pas manifester de manière obligatoire sa croyance religieuse. Donc on a vraiment un éventail très large de jurisprudence. On a aussi de la jurisprudence qui concerne les organisations religieuses. Alors en France, on parle d'associations cultuelles, mais chaque pays a un fonctionnement, une organisation différente. Et là aussi, la Cour est attachée à protéger l'autonomie de ces structures qui ont le droit de s'exprimer, d'exister et d'accompagner les fidèles dans la manifestation de leur religion. Okay. Et j'ai vu que la mairie de Strasbourg allait interdire la vente de certains objets au marché de Noël, notamment les crucifix. Est-ce que vous pensez que c'est à cause du problème de laïcité? Ça, je ne sais pas. J'ai pas les oreilles à la mairie pour savoir exactement l'origine de cette décision. J'ai évidemment pris connaissance, comme tous les Strasbourgeois, de cette nouvelle. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire d'où vient cette idée. Je crois qu'il n'y a pas que les aspects religieux. Il me semble qu'il y a d'autres produits aussi qui ont été par rapport à l'environnement, je pense. Oui, peut-être par rapport à l'environnement. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs valeurs qui sont affichées autour de cette décision. Des produits locaux aussi. Enfin voilà, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs dimensions à cette décision. Parce que si déjà on fait un marché de Noël, ça me paraît un peu bizarre de ne pas pouvoir vendre les objets qui... En lien avec cette fête, qui reste quand même une fête religieuse, effectivement. Oui, mais parce que ça rejoint ce que vous avez dit, que pour l'Italie, ils avaient dit que la religion catholique était culturelle. Oui. Et qu'on pourrait peut-être dire aussi qu'à Strasbourg, il y a cet aspect-là. Avec une tradition spécifique, oui, éventuellement. Après, la Cour, il faudrait voir, ce serait intéressant que cette affaire arrive devant elle. Après, la Cour, encore une fois, fait vraiment une analyse, comme je vous l'ai dit, spécifique à l'État, à la situation. Effectivement, cette tradition pourrait être prise en compte, oui. Qui sait? Et est-ce qu'il y a un arrêt qui traite de la non-discrimination qui vous a particulièrement marqué? Il y en a plein, vraiment. Là, comme on parle des questions religieuses, il y en a un qui me vient à l'esprit, qui concernait l'objection de conscience. Une personne qui refusait de faire son service militaire en raison de ses croyances et qui disait qu'elle avait ensuite été discriminée parce que le fait de ne pas avoir fait son service militaire l'avait empêchée de candidater à des postes dans la fonction publique, par exemple, je crois que c'était ça. Et là, la Cour a expliqué pour la première fois quelque chose de très important en matière de non-discrimination. C'est qu'une discrimination, c'est effectivement traiter différemment des personnes qui sont dans une situation similaire, mais c'est aussi traiter de la même façon des personnes qui sont dans une situation différente. Et ça, c'était un pas important dans le développement de la jurisprudence liée à la discrimination, en expliquant qu'une personne qui ne fait pas son service militaire parce qu'elle se soustrait aux obligations comme ça, et quelqu'un qui ne fait pas son service militaire parce qu'il objecte, ces deux personnes ne sont pas dans la même situation, et donc on ne peut pas ensuite leur appliquer de manière a priori neutre la même règle. Il faut prendre en compte l'exercice de la liberté de conscience et de religion. Et c'était dans quel pays? C'était contre la Grèce. Okay. Ouais, Slimenos contre Grèce. Et de quel sujet avez-vous parlé plus précisément dans votre thèse? J'ai parlé de deux aspects. Le premier, c'était vraiment la définition de la discrimination, parce que la Cour européenne parle de discrimination directe, indirecte. La Cour de justice de l'Union européenne aussi, directe, indirecte. Parfois, on entend parler de discrimination systémique, de discrimination par association. Il y a plein d'adjectifs maintenant qu'on accole au terme de discrimination. Et je voulais vraiment comprendre ce que chaque expression signifiait. Et si des cours différentes en Europe qui utilisaient les mêmes mots faisaient bien référence au même concept. Et la conclusion est que non, absolument pas. On parle de choses très différentes, avec des termes similaires, ce qui rend parfois l'appréciation difficile.
Et il me semble que c'était un problème parce que le continent européen est quand même un continent avec une certaine unité historique, géographique, politique aussi. Et il me semble difficile que le concept de discrimination soit aussi fragmenté au sein de ce continent. Et le deuxième aspect très technique, alors je vais aller très vite, c'est ce qu'on appelle le traitement contentieux de la discrimination par ces juridictions. Donc comment est-ce qu'on peut prouver une discrimination, parce que c'est pas toujours évident. Quel est le rôle des statistiques et puis la charge de la preuve, parce que ça c'est fondamental. C'est très très difficile de prouver une discrimination en réalité, surtout quand c'est une discrimination un peu cachée, un petit peu subtile, un peu indirecte, on n'a pas toujours les outils et les éléments pour démontrer l'existence d'une différence de traitement déraisonnable. Et donc j'ai travaillé sur ces thématiques-là. Donc j'ai vraiment traité par contre de tous les motifs de discrimination. Il y avait la religion, mais pas que, pour pouvoir mieux appréhender cette question. La discrimination pour le genre? Oui, alors sur le sexe, l'orientation sexuelle, le genre, la religion, la situation économique, la nationalité, évidemment, c'est une thématique très importante. Le handicap, énormément de sujets liés au handicap, à la maladie. On a toute la liste des motifs de discrimination dans la Convention européenne des droits de l'homme, elle n'est pas exhaustive. Donc, les motifs ont vocation, évidemment, à être reconnus par une liste malheureusement infinie. Et il s'agit surtout, à mon sens, de bien appréhender les différentes formes, parce que aujourd'hui, on n'a plus, comme un certain temps, des interdictions forcément très affichées. On va moins entendre que les femmes n'ont pas le droit de faire ceci par rapport aux hommes. Mais on va passer par des choses plus détournées, parfois même inconscientes. Il n'y a pas toujours une volonté très affirmée. Mais il n'empêche que la conséquence est la même. Et c'est ça qu'il faut arriver à sanctionner quand même. Okay. En quoi le traitement de la Cour de justice européenne était différent de la Cour C'était vraiment sur les concepts. La Cour de justice de l'Union était avait développé un peu plus de concepts de discrimination que la Cour européenne. Et puis, elle ne tirait pas les mêmes conséquences de ces concepts, notamment en matière de charge de la preuve. Donc, on a un certain nombre de directives européennes qui s'appliquent dans des domaines différents et qui indiquent clairement que quand on est dans le cadre par exemple d'une discrimination dite indirecte, c'est-à-dire que le motif n'apparaît pas de manière forcément très claire, il suffit qu'on démontre, c'est déjà difficile, mais il suffit de démontrer un faisceau d'indices, c'est-à-dire plusieurs éléments qui laisse présumer qu'il y a eu une différence de traitement. Et ensuite, il revient à l'État de démontrer que cette différence de traitement était justifiée. Donc on renverse à un moment donné la charge de la preuve pour essayer de faciliter sa reconnaissance. C'est un élément vraiment important parce que c'est très bien de reconnaître des droits, mais il faut s'assurer qu'ils puissent être mis en œuvre. Et donc le traitement contentieux qui peut paraître très technique et qui est parfois fastidieux est important parce qu'il participe de l'effectivité du droit. Est-ce que vous avez vu des cas des discriminations contre les femmes au retour d'un congé de maternité? On en parle toujours. Ça, il y a dans plusieurs professions et je crois malheureusement que c'est encore vraiment le cas. Et je crois aussi quand on voit des femmes qui reviennent très vite au travail alors qu'elles voudraient peut-être rester plus longtemps avec leur nouveau-né parce qu'elles craignent les répercussions sur leur carrière professionnelle ou sur leur poste. C'est difficile. Les choix sont évidemment toujours très très compliqués à faire. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas pour l'instant en tout cas à basculer de l'autre côté, c'est-à-dire à se dire que voilà, ça fait partie évidemment de la vie et qu'il faut que le travail s'adapte aussi à ça et pas l'inverse. Parce que quand il y a des lois, par exemple, il faut avoir tant de femmes au Parlement. C'est bien, mais il faut que les femmes elles puissent avoir la même possibilité d'avoir une carrière tout à fait. Comme les hommes qui ne seraient pas arrêtés. Oui. Il y a une vidéo d'un professeur américain qui tourne sur YouTube qui est très bien. Je ne sais plus les mots-clés, mais on pourra regarder ensemble. Mais il explique justement ça, c'est-à-dire qu'il met tous ses élèves sur la même ligne de départ dans une course. Et il leur dit, voilà, ceux qui ont une famille solide, etc., ceux qui n'ont pas eu besoin de travailler pour aller à l'université, etc. Toutes ces personnes font à chaque fois un pas en avant.
Et c'est toujours des éléments qui ne les concernent pas eux personnellement. C'est lié à la famille, à l'environnement. Ils n'ont pas œuvré pour ça, mais ils ont eu la chance, évidemment, de naître dans un environnement plus favorable. Et donc, ils commencent à courir plus en avant que les autres. Et le point d'arrivée est le même pour tout le monde. Et donc, il explique, c'est vraiment pour attirer leur attention sur ce qu'on appelle l'environnement social qui empêche parfois que les gens partent sur la même ligne de départ. Et ça, il faut en tenir compte, évidemment, dans les décisions que les tribunaux prennent. Tout à fait, je crois qu'il appelle ça le privilège. C'est ça, exactement. Aux États-Unis, ils parlent beaucoup de white privilege. Oui. Juste le fait d'être né blanc, ce serait un privilège par rapport au reste. Et il y a des arrêts importants aux États-Unis sur les quotas, par exemple, à l'université, où la Cour suprême s'est prononcée là-dessus. Et les débats sont très intéressants. J'avais étudié ça pendant ma thèse. Et il y a des raisonnements très intéressants en disant, voilà, une personne de couleur noire n'a pas eu forcément les mêmes possibilités d'obtenir les mêmes résultats qu'une personne de couleur blanche, parce qu'on s'est lié à un environnement social aux États-Unis, évidemment, de manière très forte. Et les raisonnements sont très intéressants et il faut prendre en considération les éléments sociaux aussi. Okay. C'était passionnant de parler non-discrimination avec vous. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et on finira sur une note de musique, Somewhere Over the Rainbow.